Changer de vie quand on vient en Israël, changer de profession, d'environnement, penser autrement, c'est exactement le challenge que s'est donné Jérôme Haas, notre invité. C'est son Alia Story, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on est content de vous accueillir parce qu'en 3 ans et demi, on va dire que votre vie a complètement changé. Ouais, tout à fait, bouleversement complet. Voilà, alors vous avez passé beaucoup de temps à Paris, vous venez d'Aix-en-Provence, en fait. Ouais, tout à fait, j'ai grandi à Paris, j'ai fait une grande partie de mes études à Paris, quelques années en province en école de commerce. Je me suis marié avec quelqu'un qui venait de Marseille, qui est venu quelques années à Paris et qui m'a convaincu d'aller vers le sud. D'aller vers le sud. Évidemment, elle a fini de vous emmener vraiment au sud. Là, exactement, c'était une bonne transition pour le soleil et le beau temps. Donc on a passé 5 ans à Aix-en-Provence avant d'arriver ici. Alors vous étiez, on va dire, chargé de mission dans la grande distribution. Vous avez travaillé très longtemps dans une grande surface qu'on connaît bien, Carrefour, ouais. Voilà, pendant 10 ans. Vous faisiez quoi exactement ? J'ai eu plusieurs métiers chez Carrefour. J'ai commencé dans la branche des supermarchés comme directeur de magasin en région parisienne. Et j'ai eu la chance d'avoir une mutation quand j'ai souhaité habiter à Aix-en-Provence. Et on m'a proposé une mission de chargé de mission pour les ouvertures de drive. Le drive, c'est la possibilité de faire ses courses sur Internet et de venir les récupérer en voiture au magasin. Donc c'est un grand projet qui s'est lancé au milieu des années 2010. Et Carrefour est arrivé un peu tard sur ce marché-là. Et donc on m'a demandé en quelques années d'ouvrir énormément de drive, de points de retrait sur toute la région sud-est, de Lyon à Montpellier, Nice. Et donc, j'étais chargé de la formation des équipes, de la coordination des équipes pour réussir ces opérations d'ouverture. Donc, vous étiez très bien dans votre métier ? J'étais très bien dans mon métier, beaucoup d'autonomie, beaucoup de plaisir. Je voyageais pas mal, donc j'ai pu découvrir le sud de la France. Vous gagnez de l'argent ? Je gagnais de l'argent, j'avais Tout allait bien, une belle maison à Aix-en-Provence, voilà. Un joli cadre de vie. Ouais. Donc Israël, vous aimez bien, vous étiez sioniste, mais pour y vivre, non, c'était pas tellement dans votre tête. Exactement, c'était pas mon projet. J'ai toujours été amoureux d'Israël, très souvent en vacances, une bonne connaissance générale du pays. Mais toujours à l'école publique, je me sentais très français et je ne voyais pas faire un changement radical de vie vers Israël. Vous étiez religieux ou pas trop ? Non, traditionnaliste, ouais. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ok, alors qu'est-ce qui vous a pris pour décider, il y a 3 ans et demi, d'embarquer femme, enfant et de venir vous installer à Ra'anana ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, on a eu l'opération Bordure Protectrice, qui a déclenché des manifestations assez violentes un peu partout et particulièrement à Paris. Et lors de ces manifestations, des dizaines de gens ont crié « Mort aux Juifs » à Paris. Sans réaction particulière, sans que ça déchaîne des foules et qu'à un moment les gens se disent comment c'est possible que ça arrive. Et j'ai eu des frissons et je me suis dit si... Vous étiez dans ces manifs ? Non. D'accord, mais vous avez vu... J'ai vu à la télé ces manifestations, j'ai vu des attaques à Sarcelles contre des magasins, contre une pharmacie, contre une synagogue. Et ces attaques, plus ces cris de mort aux Juifs qui ne faisaient pas réagir, je me suis dit si ça peut arriver en 2014 à Paris, ça veut dire que notre place, en tout cas pour ma famille, n'est pas en France et que l'avenir de mes enfants n'est pas en France. Alors c'est fou parce que ça a été du jour au lendemain, quoi. Ça a vraiment été un détonateur. Ouais, détonateur complet parce que jusqu'à présent, aucun projet de partir. Et à partir de là, décision prise, maison mise en vente. Et, tout de suite. Tout de suite. Vous n'avez pas attendu ? Non. Et votre femme, elle a bien réagi ? Elle a très bien réagi parce que c'était son rêve de venir en Israël. Elle n'avait pas pu le faire à la fin de ses études quand elle a eu son bac. Et donc, quand je lui ai dit comme ça du jour au lendemain, l'année prochaine, on s'en va, elle était folle de joie. Donc, c'est la première qui a commencé à faire les valises. Ok, et donc vous avez vraiment tout mis en place, vendu la maison, ouais. Vous avez peut-être même commencé à apprendre l'hébreu ? On a commencé à apprendre l'hébreu avec un prof à Aix-en-Provence. On a commencé à donner des cours à nos enfants, puisque nos 2 grands-enfants qui avaient à l'époque 5 et 6 ans, on voulait qu'ils arrivent avec déjà un minimum
pour pas qu'ils soient trop perdus à leur arrivée. Ouais. Et tout de suite mise en vente de la maison, on a décidé vraiment de faire table rase. Aucune possibilité de retour. On n'a pas envisagé le fait que ça puisse être un échec, et donc on a tout fait pour qu'un an après, Vous on parte. débarquiez. Ouais. Alors, en général, les personnes qui préparent leur alia s'inquiètent surtout de leur job. Est-ce que vous avez aussi cette inquiétude? Est-ce que vous avez fait des démarches pour essayer de voir quelles étaient les possibilités pour vous? Non, honnêtement, non. Avant de partir, aucune démarche. J'avais une bonne expérience dans la grande distribution. C'est un métier que j'aime beaucoup. Vous parliez l'anglais Je parfaitement. parlais très bien l'anglais. J'ai eu la chance de faire des études aux États-Unis. Donc, je me suis dit, je fais l'Ulpan. En 6 mois, je sais parler hébreu. C'est bon. Et je retrouverai un job. je C'est retrouve pas un un job dans la problème. grande Donc, vous n'êtes pas distribution. tellement inquiété. Aucune inquiétude. Mais arrivé ici, vous vous êtes rendu compte que les grilles de salaire n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ouais, tout à fait. À la fin de l'Ulpan, quand j'ai commencé à regarder plus précisément mon orientation professionnelle, j'ai appris que malgré mon expérience et mon niveau d'anglais, le manque de culture de la distribution en Israël et mon niveau d'hébreu, puisque j'avais pas du tout le niveau que j'espérais avoir à la fin de l'Ulpan. Vous étiez à quel niveau? Bête? Je suis rentré en Aleph, j'ai fini en Guimel. Pas mal. Donc j'ai beaucoup travaillé oui, c'est pas pendant mal. ces 6 mois. Ouais. Mais voilà, malgré ça, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse un retour de 5 ans en arrière et que je divise mon salaire par 3. Et donc j'ai tout de suite compris que Mais ça allait être très vous compliqué. étiez jeune, vous n'êtes pas très vieux, vous auriez pu faire ce C'est gentil, sacrifice-là. Non, mais c'est c'est vrai. gentil. Non, j'ai 38 ans aujourd'hui, donc j'avais 35 ans. C'est pas très vieux. Oui, ça aurait été possible. Après, avec une femme, avec 3 enfants, financièrement, ça aurait été très compliqué. La chance que j'ai eue, c'est qu'au même moment, à la fin de cette Ulpan, on a fait une visite guidée avec un guide à Jérusalem, et que ça m'a permis d'avoir une révélation sur un nouveau métier que j'avais envie de faire. Donc vous avez eu le choc avec ce guide-là, vous avez eu envie Ouais. de devenir guide, c'est ça? Exactement. J'ai eu envie de devenir guide. Donc tout de suite, je me suis renseigné. On m'a C'est expliqué. quand même que très loin de la grande distribution. c'est très très loin. C'est très très loin. La chance que j'ai, c'est que j'ai toujours été passionné d'histoire. Ok. J'ai toujours été passionné d'histoire générale, d'histoire des religions, et j'ai pas fait ce cursus-là en France parce que je voyais pas vers quel métier en France ça pourrait m'amener, à part un métier universitaire ou de prof que j'avais pas envie de faire. Donc là, pour le coup, avec les explications du guide, vous vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Il y a tout C'est ce ça. que j'aime. Je me suis dit, c'est ça. L'histoire, les visites, Israël. Exactement. Et je me suis dit, je vais retrouver là-dedans des petits éléments que j'avais dans mon métier chez Carrefour. C'est-à-dire le fait de rencontrer du monde, le fait de voyager, le fait de faire de l'information. C'est pas de la formation à proprement parler, mais effectivement d'avoir cet échange-là. Donc je commence à me renseigner, je m'inscris à un second Ulpan parce que j'avais décidé de poursuivre, parce que j'avais compris que mon niveau d'hébreu y était pas, et je trouve un cursus pour être guide à Tel Aviv. Parce qu'il faut savoir que pour être guide touristique ici, on a des licences qui sont délivrées par le ministère du Tourisme, qui valident 2 ans d'études, un examen écrit, un examen oral, d'un niveau... C'est pas simple. C'est très compliqué. Très dur. Très On en compliqué. a reçu quelques-uns. Le taux de Très réussite difficile. à cet examen, au premier tour, il est à peu près de 15-20%. Donc c'est vraiment un niveau très très élevé. Il faut qu'on soit des généralistes sur tous les sujets qu'on peut imaginer dans le pays. La religion, la géopolitique, l'histoire, la géographie, l'architecture, la géologie, la zoologie. Il faut vraiment tout connaître sur tout et s'adapter à un public laïque, religieux, chrétien, juif, musulman, qui peut avoir des envies de découverte absolument Complètement variées. différentes, oui, Ouais, bien sûr. complètement. Alors, c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez étudié pendant 2 ans. Ouais, c'est Vous ça. n'avez pas bossé, vous n'avez fait qu'étudier. Ouais, j'ai fait qu'étudier, j'ai eu Vous la avez chance. étudié en anglais quand même. Et en Ça, anglais. C'était une chance. Et en anglais. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé mon deuxième Ulpan, je me suis inscrit pour les cours en anglais à Tel Aviv, qui devaient démarrer 6 mois plus tard. Et puis, au bout de 15 jours, ils me rappellent en me disant, on ne sait pas quand est-ce que ça va démarrer, on manque d'étudiants. Regardez avec la branche de Jérusalem, ils ont aussi des cours en anglais. J'appelle la branche et ils me disent, on démarre la semaine prochaine, venez pour un entretien demain. Donc c'est parti comme ça. Donc c'est parti comme ça. Donc, Et grosse claque. Grosse claque parce que je me rends compte du degré de difficulté
puisque même quand on a l'impression de bien connaître Israël, en fait, on a tout à apprendre pour pouvoir répondre à toutes les questions et avoir le niveau. Ce sont des études pointues, poussées, et c'est vrai que si vous n'avez même pas pu travailler à côté pour vous concentrer, ça en dit long. Mais en tout cas, vous avez fini, vous êtes diplômé, vous êtes guide officiel, et c'est aujourd'hui le métier que vous faites. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez complètement lâché votre vie d'avant, vous êtes vraiment guide officiel et vous adorez ça. Ouais, j'adore ça, j'ai cette chance-là. Ça va faire 1 an que je fais ce métier-là. J'ai eu la chance de beaucoup travailler. En 2018, on a eu une année exceptionnelle en termes de tourisme. Un peu de bouche à oreille, un site internet que j'ai créé qui s'appelle guideisraël.fr. C'est toujours bien de le dire, comme ça si certains cherchent un guide, on ne sait pas, ça peut peut-être marcher comme ça. Et en groupe, en famille, des amis, dans tout le pays. À la fois, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier vraiment, quoi ? C'est quoi le truc qui vous, à chaque fois, bon, je sais que ça fait pas très longtemps que vous êtes guide, mais quand même, qu'est-ce qui vous émeut à chaque fois ? Ce qui m'émeut, c'est le regard que les gens portent sur le pays quand ils viennent le découvrir. Pour la première fois. Pour la première fois, parce qu'ils arrivent tous avec une image d'Israël telle qu'ils peuvent la voir dans les médias, qui va être très déformée de ce qu'on va voir en réalité. Et surtout quand on va à Jérusalem et qu'on se promène dans la vieille ville de Jérusalem et qu'on voit toutes les nationalités qui sont là et des gens qui vont être religieux, chrétiens, musulmans, juifs, se côtoyer, avoir des prières dans une synagogue ou au kotel à côté d'une église dont les cloches sonnent, ou en même temps un appel du muezzin, et qu'on voit qu'il y a une tolérance et une coexistence religieuse qui est exceptionnelle. À chaque fois, les gens sont ébahis parce que c'est très très loin de ce qu'ils imaginent. C'est loin de ce qu'on leur décrit en fait, de ce que voilà. Ouais, et même ils se disent si ce modèle de coexistence pouvait exister chez nous, en France, ou au Canada, ou des Américains, où il n'y a pas forcément cette tolérance et cette facilité d'avoir des gens religieux les uns à côté des autres et que ça se passe bien 99 fois sur 100. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez une meilleure qualité de vie depuis que vous avez fait l'Aliyah ? Oui, j'ai une bien meilleure qualité de vie, pas forcément matérielle, parce que, comme on dit, pour être millionnaire ici, il faut arriver milliardaire. Donc, on ne va pas parler de la partie matérielle, on va parler... Elle est difficile, celle-ci. Celle-ci est plus difficile qu'en France, mais... ça aussi, je le dis systématiquement, les gens qui viennent faire leur Aliyah le font pas pour... La majorité des gens ne le font pas pour avoir une meilleure vie matérielle. On le fait par sionisme, par un désir religieux, par un idéologique. On le fait pas pour mieux gagner sa vie. C'est pas une immigration comme celle que peut connaître l'Europe ou les États-Unis. On le fait vraiment pour un choix de vie. Donc ma qualité de vie est bien meilleure, pas matérielle, spirituelle, en termes d'équilibre de vie et de plaisir, parce que j'ai cette chance exceptionnelle de me lever tous les matins et de savoir que je vais prendre plaisir à travailler. Ça, c'est une grande chance. C'est une très grande chance. Vous auriez imaginé faire ce switch, et qu'est-ce qu'en pensent vos parents, votre femme, vos enfants ? Ça doit leur faire bizarre quand même. Ouais, ça leur fait bizarre. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu quand j'ai décidé de partir à Aix, quand j'ai décidé de faire mon Aliyah, quand j'ai décidé de devenir guide. J'ai eu cette chance d'avoir des parents qui ont toujours cru en moi et qui m'ont toujours soutenu. Et ma femme, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « mais bien sûr ». Elle m'a dit « mais bien sûr, t'adores l'histoire, t'adores rencontrer du monde et voyager, c'est ton métier ». Ouais. Donc, une grande chance. Et mes enfants, j'ai la chance d'avoir 3 enfants qui sont très heureux en Israël. Et ça c'est important aussi. Pour eux, ça s'est bien passé. Bon, ils sont arrivés petits, mais c'est pas toujours évident. Donc là, c'était bon pour eux. C'était très bon pour eux. Et ils sont très contents d'avoir... leur père qui peut les emmener dès qu'on a des vacances, découvrir des endroits un peu insolites et découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais pu découvrir autrement. Ouais, c'est chouette d'avoir un guide à la maison. Voilà. Donc, une meilleure qualité de vie en Israël. Si vous aviez un doute, ben voilà, Jérôme Haas le dit. Il est guide, vous pouvez le trouver sur son site. On va le redonner, comme ça, si jamais on a envie de faire un petit tour avec vous. C'est quoi le site ? www.guideisraël.fr. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre petit parcours. Voilà, cette Aliyah, ça fait que 3 ans et demi, vous avez déjà fait beaucoup de changements, beaucoup de choses. On vous souhaite de vous enraciner dans la terre d'Israël, que vous sillonnez avec vos pieds. Il paraît que c'est un très bon moyen d'acquérir, on va dire, cet amour de la terre d'Israël. C'est en marchant dessus. Donc là, vous avez tout bon. Je suis tranquille. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. À bientôt. Ciao.
Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.